Mesdames, Messieurs, chers amis, je suis très heureux de vous accueillir à cette visioconférence organisée par la Société historique et littéraire polonaise et la Bibliothèque polonaise de Paris, institution assez âgée, ayant plus de 80 ans, dont je suis président, je suis Pierre Zaleski, président de la première et directeur de la deuxième. Nous aurons le plaisir d'assister à la présentation du livre du professeur Szczepańska, Histoire visuelle de Solidarność, et de participer à la discussion autour de ce thème. L'intérêt de nos institutions pour ce thème vient du fait qu'ils contiennent deux mots-clés, image et Solidarność. Image, moyen majeur pour communiquer avec les publics, plus efficace actuellement que la parole. Solidarność, un syndicat, un événement unique dans l'histoire de la Pologne, de l'Europe et même peut-être du monde, comme le disait Alain Touraine à une de nos conférences que nous avons organisées. Solidarność, syndicat, événement unique, car il a mobilisé la presque totalité de la société, d'une société. Aujourd'hui, on croit rêver quand les sociétés démocratiques sont si polarisées. Ils ont mobilisé autour d'une opposition ferme, mais non violente, contre un régime complètement discrédité et violent. Les succès de ces mouvements en Pologne, mais aussi la résonance qu'il a eue en Europe, ont bénéficié d'un contexte ainsi peut-être que d'un appui d'une partie de la nomenclatura soutenant les régimes, mais soucieuse des sorties de l'affrontement, tout en préservant leur position. Ce succès a été quand même le résultat de cet élan presque unanime de la société. Je tiens à remercier ici Madame Szczepańska pour son livre et pour sa présence ici, ainsi que les trois personnalités qui vont contribuer de façon majeure à la discussion. Madame le professeur Dacosca et nos deux amis, administrateurs de la SHLP, Karol Zaks et Georges Mink. Ces deux derniers étaient impliqués fortement dans le mouvement Solidarność et surtout dans ses relations avec la France. J'aimerais maintenant partager avec vous une pensée très amicale, émue, à la mémoire d'un acteur majeur de Solidarność, professeur Bronisław Geremek, qui a accepté d'être le premier coprésident polonais de la commission scientifique de la SHLP que nous avons créée en 2005. Maintenant, je passe la parole à Georges Mink, qui a eu l'idée de cette visioconférence et qui a accepté de l'animer ou, s'il le faut, de la modérer. Ainsi qu'à Madame Emmanuelle Korn, qui va l'assister dans sa tâche, tout en souhaitant à tous les participants de passer une soirée intéressante, voire passionnante. À toi, Georges. Merci beaucoup, Pierre. Je suis donc Georges Mink et j'ai l'agréable mission de modérer cette rencontre autour d'Ania Szczepańska et de son livre qui sent encore l'encre d'imprimerie. J'aimerais remercier surtout Pierre de nous accueillir, Pierre Zaleski, président de la Société historique et littéraire polonaise et directeur de la Bibliothèque polonaise. C'est très agréable de savoir qu'il y a un cadre réel quelque part qui est la Bibliothèque polonaise où aurait pu se tenir cette
rencontre, mais essayons de l'imaginer. L'environnement, évidemment, compte toujours un peu pour la qualité de ce genre de rencontres. J'ai aussi le plaisir de remercier Madame Emmanuelle Korn, parce que c'est grâce à elle, finalement, que tout marchera convenablement, puisqu'elle assure l'assistance théorique. Alors, je voudrais introduire le panel de plus près, à commencer évidemment par Ania Szczepańska, qui nous fera partager ses réflexions d'auteur, et dans la deuxième partie répondra aux questions de tous ceux qui ont bien voulu participer à cette rencontre. Ania Szczepańska est maîtresse de conférences en histoire du cinéma à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Elle se spécialise dans les études cinématographiques de l'Europe centrale et orientale et les images d'archives. Parmi ses travaux publiés, citons surtout Aux frontières de la négociation, histoire du groupe de production X d'Andrzej Wajda, et également À qui appartiennent les images, coécrit avec Sylvie Lindeberg, et puis maintenant une histoire visuelle de Solidarność dont nous allons parler. Ania Szczepańska a aussi réalisé des films documentaires. Je citerai leurs noms. Nous filmons le peuple et le tout dernier, qui est pour quelque chose aussi dans cet ouvrage, je crois, il croise cet ouvrage, Solidarność, la chute du mur commence en Pologne, qu'elle a réalisé pour Arte, la partie allemande de Arte. Parmi les intervenants, et surtout de la première partie, intervenants et intervenantes, il y aura Madame Dorota Dąkowska, professeure agrégée des sciences politiques à l'université Lumière Lyon 2, directrice adjointe du laboratoire Triangle, qui est situé à l'École normale supérieure de Lyon, et membre junior de l'Institut universitaire de France. Elle se spécialise notamment dans les circulations transnationales, dans les relations polono-allemandes, dans les jeux du passé, et ce dernier temps, ses travaux portent sur les différents systèmes d'éducation. Elle a écrit notamment un ouvrage sur les fondations allemandes et leur rôle dans la politique étrangère de l'Allemagne, issu de sa thèse, je crois. Mais elle a aussi assuré de très nombreuses codirections d'ouvrages et des articles dans de prestigieuses revues de notre corporation. Enfin, Carol Sachs, qui par son métier est banquier et par conviction bâtisseur, notamment en Pologne, de banques mutualistes. Il participera à notre réunion sous une autre casquette, qui est celle d'un cofondateur avec Piotr Słonimski d'une des plus importantes associations d'aide au syndicat Solidarność, Association Solidarité France-Pologne, et dont les mérites pour la construction démocratique de la Pologne d'après 1989 sont innombrables. Je rappellerai seulement qu'il fut conseiller du célèbre dissident, puis ministre du Travail, Jacek Kuroń. Voici la composition de notre panel. Et puis, dans la deuxième partie, c'est la première partie où nous allons jouer à nous quatre avec Ania, en lui posant éventuellement des questions auxquelles elle pourra répondre. Et ensuite, Ania, sans doute, introduira davantage son ouvrage. Et puis, il y aura aussi une possibilité d'ouvrir au public. Alors, j'ai quelques mots à dire quand même sur l'ouvrage à titre non pas d'introduction, j'oserais pas, mais de mes sentiments personnels après la lecture de cet ouvrage. D'abord, je partage l'opinion du préfacier Michel Wiewiórka. On pensait, d'ailleurs je l'ai écrit dans une autre préface pour un autre auteur, on pensait que plus rien de neuf ne pouvait être dit à propos du sujet Solidarność, travaillé et retravaillé dans des dizaines de livres, mémoires personnelles, interviews fleuves, films, etc. Eh bien, l'ouvrage d'exceptionnelle qualité d'Ania Szczepańska en est le démenti flagrant. Ania fait partie de cette nouvelle génération de chercheurs, chercheuses, elle aurait préféré ça, qui non seulement renouvellent le regard sur ce phénomène du mouvement Solidarność, mais en plus nous propose une nouvelle méthodologie de recherche. Sa méthode consiste à reprendre tous les matériaux visuels,
archives photographiques, films et les confronter au récit des acteurs pour trouver le sens caché, ce dont les narrations historiques proposées jusqu'aujourd'hui n'ont pas vu, ne voulaient pas voir ou ne pouvaient pas voir. Une métaphore de la géologie me vient à l'esprit. C'est comme si Anya faisait du carottage et chaque carotte extraite des couches des documents visuels, nous faisant apparaître les détails, les significations, les invisibles, les variables cachées, comme nous disons en sociologie, enfouies sous des couches accumulées de récits pétrifiés, héroïques ou trop mélodramatiques. On voit ainsi apparaître des gens ordinaires qui font les événements à l'instar des figures canoniques omniprésentes dans les manuels de l'histoire. Anya restitue ainsi les détails du quotidien que l'on n'a pas vus, attirés par le magnétisme d'un Walesa, d'un Mazowiecki ou d'un Geremek. On peut presque dire qu'elle nous donne à voir, revoir toute la saveur des événements et des personnages de l'épopée de Solidarność. Cela demande une précision. Ania Szczepańska ne prétend pas faire une histoire universelle, événementielle et étanche de Solidarność. D'où le titre « Une histoire » qu'il faut comprendre une parmi d'autres. On peut dire qu'elle enrichit les travaux de l'histoire sociale de la micro-histoire. Elle rend ainsi hommage à des petites gens de la révolution autolimitée polonaise. Ce que je trouve fascinant dans les chapitres, par exemple, sur le film tourné par la police pendant la grève de la faim à l'église Świętego Marcina ou pendant les événements de 8 mars 1968, c'est de nous donner à voir ce qu'était le régime autoritaire polonais, comment le pouvoir voyait la résistance, les opposants, et comment il n'était pas capable de les voir. De l'autre côté, du côté de la société civile, ces photographes ou ces cinéastes qui, empiriquement, apprennent à photographier l'essentiel, alors que les photographes professionnels, souvent étrangers, cherchent le scoop le plus exotique possible. Eh bien, j'ajouterais, pour finir cette très rapide revue de ce que je pense de cet ouvrage, que c'est une très belle écriture et que c'est un grand plaisir de lire cet ouvrage. Je ne m'arrêterai pas là-dessus, j'ai quelques questions à poser à notre auteur avant de lancer la suite des débats. Premièrement, comment, ça c'est très général et tu pourras faire la transition d'une certaine façon plus largement, comment l'idée t'est venue, en d'autres termes, quelle est la genèse de ce livre? Deuxièmement, tu joues beaucoup de l'intuition dans le décryptage de la matière visuelle. Ton travail est plutôt un complément, voire une correction du tableau existant de l'histoire de Solidarność. Comment réponds-tu aux critiques des historiens positivistes? Ils peuvent même aller jusqu'à t'attaquer pour le révisionnisme historique, qui te demanderaient peut-être des preuves de ce que tu avances. Troisièmement, une question à propos de ta méthode de présentation. Pourquoi il n'y a pas de légende sous les photos? Est-ce délibéré? Comptes-tu sur la stimulation du lecteur devant lire pour comprendre le sens de la photo choisie? Voilà, je te laisse l'espace de réponse. Merci. Merci beaucoup, Georges. C'est un grand plaisir de s'entendre parler de son œuvre par un lecteur aussi assidu et critique dans le bon sens du terme. Merci beaucoup pour cette présentation. Merci aussi à M. Zaleski de nous accueillir, même si nous aimons tous aller à la bibliothèque sur l'île Saint-Louis. Nous sommes aussi contents de nous retrouver ici devant nos écrans et on retournera à la bibliothèque polonaise dès que ça sera possible. Et merci enfin à Carole Zaks et à Dorota Dakowska d'avoir accepté aussi de nous rendre compte de leurs impressions après la lecture de ce livre. Et merci surtout au public qui vient de loin. Je vois des gens qui sont là de Prague même pour nous écouter. Donc, merci à tous d'être là ensemble ce soir. Alors, je vais aller tout de suite peut-être dans le vif du sujet, répondre à la première question de Georges. Georges n'a pas voulu me confier ces questions au préalable. Donc, je vais répondre au fil de ces questions. D'abord, donc la genèse de l'ouvrage, c'est important cette genèse parce qu'en fait, c'est ce qui explique aussi la forme et la nature de ce livre.
ce n'est pas seulement anecdotique. C'est important peut-être de souligner d'abord que ce livre est issu de quelque chose que je pourrais appeler comme une double commande. Une double commande. D'abord, le premier fil, c'est la réalisation d'un film documentaire, tu l'as dit Georges, réalisé pour Arte, produit par une société allemande, Luxfilm. Donc c'était vraiment une initiative allemande de faire un film à l'occasion du 30e anniversaire de la chute du mur et de permettre aux spectateurs d'Arte de penser autrement peut-être cette commémoration en faisant un focus sur l'histoire polonaise qui, selon les rédacteurs, avait été largement oubliée dans ces commémorations. Donc, on a ce cadre de commémoration du 30e anniversaire de la chute du mur. Et grâce à ce film, en fait, je suis allée plus longuement dans ces archives diverses, les archives de Carta, les archives d'IPN, les archives surtout du centre Solidarność à Gdańsk, et pour évidemment trouver des images pour le film avant tout. Et en trouvant ces images, je me suis dit d'emblée qu'il y aurait les images pour le film, mais ces images portaient en elles aussi une histoire que j'avais envie de raconter. Et donc, en faisant le film, j'avais mon petit carnet, je notais déjà des idées pour le livre à venir. Donc ça, c'est la première, je dirais, source. La deuxième source qui est tout aussi importante, c'est en fait une commande du sociologue Michel Viviurka. Et il faut vraiment lui rendre hommage à la FMSH d'avoir eu ce désir de revenir 40 ans après, lors de l'anniversaire de Solidarność, donc sur ce mouvement, sur la jeunesse de ce mouvement, sur ce qu'il avait pu représenter en France notamment. Et il m'a demandé, sachant que je travaillais sur la Pologne, d'essayer de porter un regard un peu différent sur cette histoire, un regard un peu peut-être de repenser un peu neuf, en s'appuyant évidemment sur les travaux qui avaient été réalisés. Et moi, j'aime beaucoup travailler à partir de commandes, mais j'aime bien aussi les détourner. C'est ce que j'ai essayé de faire un petit peu dans ce livre, c'est-à-dire que l'envie de Michel Viviurka de revenir sur cette histoire, moi, m'a donné envie de revenir sur mes images, avec ce souci de mettre peut-être au service de cette histoire une méthodologie qui est celle des historiens de l'art, qui est celle des historiens du cinéma, qui n'a rien de nouveau, en fait. Je vais peut-être vous décevoir, mais elle n'a rien de nouveau, cette méthodologie. Elle a été forgée depuis les années 70 par ceux qui, je dirais, utilisent les images pour penser la société, pour penser l'écriture de l'histoire. Et donc, de mettre au service cette manière de penser l'image, au service d'un sujet, Solidarność, qui avait été jusqu'à présent écrit avec d'autres outils, tout aussi légitimes, mais qui n'étaient pas le même. Donc, peut-être la spécificité de cet ouvrage, c'est d'essayer j'en verrai deux, de déplacer donc tout un appareil critique, de considérer ces images non pas comme des illustrations d'une thèse, comme on a en général, vous savez, donc du texte, et puis au milieu un livret, ce qui est très bien. Mais pour mon livre, ça n'allait pas parce que je pars de ces images. Je leur donne l'initiative vient de ces images, c'est-à-dire que c'est ma manière de les regarder qui va former des questions sur ce passé. Et c'est pour ça qu'il me tenait à cœur de mettre ces images dans le texte. Et peut-être une deuxième spécificité de l'ouvrage, et peut-être l'un de mes plus grands soucis aussi en écrivant ce livre, ça a été presque, je dirais, une sorte de souci un peu pédagogique de l'adresser à la fois à des personnes qui ont vécu Solidarność, qui ont été acteurs de ce mouvement, qui ont travaillé sur cette période, qui le connaissent même mieux que moi par certains aspects, évidemment, mais de m'adresser aussi à mes étudiants, à la jeune génération qui n'a peut-être jamais entendu le nom de Solidarność, parce que cette mémoire n'a pas toujours été transmise dans les manuels scolaires et même à l'université. Donc, j'essayais de faire ce grand écart qui n'est pas toujours simple, ce grand écart entre un appareil critique fondé donc sur des outils que j'explique tout au long du livre, dans l'introduction et tout au long de ces chapitres, avec des notes de bas de page, avec mes références que je cite tout au long de ce texte, mais aussi de faire des arrêts pour ne pas perdre ces autres lecteurs qui pourraient être intéressés par cette histoire, mais qui n'iraient peut-être pas spontanément aller lire un livre sur Solidarność.
parce que ça ne leur dit rien, parce qu'ils ne sont pas d'origine polonaise, parce que ça semble, c'est trop loin et peut-être inconnu pour eux. Donc j'ai essayé de ramener ces lecteurs-là aussi. Et dans le souci de ramener ces lecteurs-là, j'ai essayé de leur raconter des histoires. Et donc, je dirais, la dimension narrative a été très importante pour moi dans ce livre. C'est-à-dire que j'alterne des moments d'analyse, mais l'histoire, elle vient des personnages qui vont m'intéresser, que j'ai trouvés dans ces images, comme tu le disais, parfois très connus, parfois sur lesquels il y a énormément de bibliographie, et parfois ce que Michel Viorca appelle des gens de peu, mais c'est plutôt peut-être des gens sur lesquels on n'a pas encore écrit, des militants de base, comme on dit, de Solidarność. Et là, je suis allée plutôt du côté justement des familles, par exemple, françaises qui ont pu soutenir le mouvement Solidarność, ou des familles polonaises qui ont reçu leur colis. Et donc là encore, grand écart entre des personnages, je dirais, légendaires, d'un côté, dont je parle aussi dans le livre, mais aussi des personnages complètement inconnus. Alors, pour répondre à ta troisième question sur peut-être les légendes, ça c'est très, très important. La question des légendes découle un petit peu de ce que je viens de dire. C'est un grand défi pour une maison d'édition de penser l'image à l'intérieur du texte. Alors, pour ceux d'entre vous qui travaillent dans l'édition, vous le savez, on a un choix de savoir sur quel papier on va publier. Et évidemment, l'avantage du livret, c'est qu'on peut le publier sur du papier adapté à la publication de photos. Moi, je tenais beaucoup à ce que le lecteur puisse lire et voir en même temps, et pas qu'il soit obligé de couper la lecture et d'aller chercher dans le livret la page. Mais ça ne répond pas à ta question sur la légende. La question de la légende, je me la suis posée aussi. On a beaucoup réfléchi là-dessus. Et puis finalement, j'étais très gênée parce que lorsqu'on met une légende, on met quoi dans une légende? On met une date et on met quelques mots sur ce qu'on voit. Donc d'emblée, on classifie en fait cette image. On met aussi la source. Très bien. Mais en fait, moi, les sources, j'ai préféré le mettre à la fin. Je me suis dit, si quelqu'un veut trouver la source, il ira voir à la fin de l'ouvrage. Et l'absence en fait de légende, c'est presque une manière de frustrer le lecteur volontairement, de lui dire non, je ne te dirai pas ce que tu es en train de voir là. Pour savoir ce que tu es en train de regarder, il faut que tu lises le livre. Bon, ce n'est pas que par sadisme vis-à-vis du lecteur. Tu idéalises un peu les lecteurs, mais l'astuce est bonne. C'est une frustration, je dirais, qui mène à quelque chose qui est de l'ordre de remise en cause aussi de nos manières de regarder les images. C'est-à-dire, si je dis juste visite de Valéza à Paris en octobre 81. Bon, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est pas ce que je suis en train de regarder, c'est comment cette image a été prise, dans quel but, par qui, dans quelles circonstances, comment elle a été mise en scène. Qu'est-ce qu'on voit en fait dans ces images? On voit des corps qui prennent plus ou moins de place, on voit des couleurs ou du noir et blanc, on voit des actions ou au contraire, on a l'impression qu'il ne se passe rien. Donc, pour amener le lecteur à jouer le jeu de mon interprétation, eh bien, il a fallu peut-être commencer par l'absence de légende, puisque la légende, en fait, c'est le texte lui-même. Mais c'est une légende nourrie de mon questionnement et de mon regard sur ces images. Mais dans la présentation de tes photos et la manière dont tu les analyses, il y a évidemment deux choses. Il y a ta façon de voir et essayer de déconstruire l'image pour réfléchir à ce que tu viens de dire, mais il y a aussi des choses qui se passent qu'on ne sait pas. Est-ce que là, c'est les gens qui sont photographiés ou les gens qui ont fait la photographie qui te servent à compléter ce tableau d'analyse? Mais oui, parce que cette hésitation qu'on a en regardant une image, il faut la garder en fait. C'est-à-dire cette impression, cette illusion qu'on sait ce qu'on voit, c'est ça que j'ai voulu en fait remettre en jeu. C'est-à-dire on ne sait pas ce qu'on voit. Et cette hésitation-là, eh bien justement, moi, c'est ce qui va me permettre, mais
ça, en quelque sorte, encore une fois, j'emploie des méthodes de génétique que tu citais, qui sont en œuvre dans l'histoire du cinéma et des images depuis les années 70, et encore plus ardemment depuis les années 2000, avec les travaux de Marc Ferraud, de Michel Lany, de Sylvie Lindeperg, de beaucoup de gens qui, comme ceux issus de ma génération aujourd'hui, font tous et toutes cette même chose, c'est-à-dire d'essayer de comprendre l'image par rapport à son contexte, par rapport à ses conditions de fabrication, par rapport à comment elle a été possible, mais aussi, évidemment, par rapport à son hors-champ, par rapport à ce qu'elle ne dit pas, finalement, et ce qu'elle ne montre pas. Donc, penser ce qu'on voit par rapport à l'environnement de prise de vue, mais aussi peut-être la penser par rapport aux conditions de réception et la manière dont on l'a regardée au fil des âges, je dirais, des décennies, et comment elle a été vue et revue et re-revue et réinterprétée. Donc cette genèse, on va à la fois avant l'image, mais on voit évidemment, c'est tout le travail sur la migration de ces images. Et là, je m'appuie aussi sur des dizaines de travaux qui existent déjà, c'est-à-dire comment ces images, eh bien, on ne les voit pas de la même manière au même moment. Et que le prêtre Jankowski, que l'on voit sur une image mythique des grèves, eh bien, cette image de la confession publique qui a beaucoup circulé dans les médias, où on voit le prêtre Jankowski, eh bien, on ne le voit pas aujourd'hui de la même manière après tous les scandales et toutes les polémiques autour du rôle de l'Église. Donc, c'est aussi les âges des regards qui m'ont intéressée dans ce livre. C'est un peu la vie de ces images après leur prise de vue. Oui, c'est vrai, cette temporalité changeante donne des lectures différentes et ça, c'est évidemment très intéressant puisque la première image Jankowski était tellement pétrifiée qu'on pensait qu'elle ne changerait même. Et d'ailleurs, il y a eu des difficultés à le démolir partant justement des scandales dont on apprenait l'existence récemment. Si on devait te situer dans des traditions, puisque tu te situes, tu cherches à te situer, je ne sais pas ce que tu en penses, mais moi je te vois d'un côté pour ce qui est de l'écriture historique ou recherche historique, par exemple dans une école comme celle de Marcin Kula en Pologne, peut-être Gérard Noiriel en France, et en ce qui concerne le cinéma, effectivement, c'est Marc Ferraud qui est marquant. Un de ses derniers films d'ailleurs qu'il a fait pour en quelque sorte démentir la légende de Lénine. Je ne sais pas si tu as vu ce film qu'il a fait avec Michel Dobry. C'est à partir des archives, de la relecture des archives, qu'il a démontré que Lénine était en retard partout, qu'il ne maîtrisait absolument pas les événements et que tout le reste, c'est de la légende. Écoute, je vais passer la parole maintenant à Dorota parce que je pense qu'elle a certainement des choses très intéressantes à dire et comme elle a aussi énormément travaillé sur la Pologne, beaucoup publié sur la Pologne, je pense que ça sera des avis certainement intelligents et en même temps des questions qui peut-être t'interpelleront. Dorota, à vous la parole. Mesdames et messieurs, bonsoir. Je remercie Georges Mink et Ania Szczepańska pour cette invitation et je remercie Monsieur le directeur, Monsieur Zaleski, de nous accueillir dans les murs virtuels de la Bibliothèque polonaise avec laquelle nous sommes liés par tellement de bons souvenirs et j'espère que nous pourrons prochainement nous réunir en vrai pour fêter quelque chose dans ces vieux murs. Alors, une histoire visuelle de Solidarność n'est pas une histoire virtuelle. Pas du tout, c'est un vrai livre racontant une histoire qui nous est proche, pour certains d'entre nous même très familière, je pense ici à Georges Mink et Karol Zaks. C'est un livre qui montre ces différents protagonistes de ce mouvement en chair et en os, leurs drames, leur quotidien et aussi leurs émotions dont Ania Szczepańska parle beaucoup. Donc, c'est un livre passionnant, je trouve. Je suis très contente d'avoir pu être invitée à cette discussion, d'avoir pu le lire. Et donc, je vais formuler quelques questions à Ania. Ma première concerne le statut des photos utilisées ici, qui sont diverses, proviennent de différentes sources, de différents fonds d'archives. Certaines de ces photos sont iconiques, d'autres très peu connues, voire pas du tout. Certaines viennent des archives de Solidarność de Karta, certaines des archives de l'IPN, l'Institut de la mémoire nationale, d'autres du centre de Solidarność de Gdańsk.
Et donc, comme il y a eu pas mal de débats en Pologne sur notamment les archives issues, donc produites par les services de sécurité, donc qui sont rassemblés à l'Institut de la mémoire nationale, est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus sur ces images, films ou photos que vous avez consultées dans les archives de l'IPN, justement puisque vous posez la question par qui elles étaient prises, dans quel but, comment elles étaient utilisées. Est-ce que vous pourriez nous dire pourquoi il était important pour vous de convoquer cette source? En quoi est-ce qu'elle est complémentaire des autres sources? Ma deuxième question est relative à l'humour. Certes, le mouvement que vous analysez est souvent dramatique. Le livre commence par un chapitre sur la grève de la faim à l'église Saint-Martin dans la vieille ville de Varsovie. Il parle de la révolte et de la répression, donc de la révolte ouvrière. Il y a un chapitre qui parle de la reconstitution, de la mort et donc de la dépouille de Zbigniew Godlewski, devenu Janek Wiśniewski, porté en procession par ses camarades, immortalisé dans une célèbre chanson. Mais il ne manque pas des moments caractéristiques aussi de ce mouvement, je trouve, de l'humour, d'autodérision, voire d'une certaine légèreté, comme lorsque vous confrontez l'image des leaders de Solidarność dans le camp ou le centre d'internement de Białowieża à la suite de la loi martiale. Donc cette image célèbre avec les 5 leaders du mouvement qui font une promenade un peu héroïque derrière les barbelés, avec une autre image beaucoup plus décalée où ces mêmes personnes internées jouent au volleyball sur du sable, en short, voire en slip, les barbelés étant alors hors cadre. Donc, tout cela m'amène à vous demander quelle est la place de l'humour, voire juste de l'autodérision, du sourire ou d'une certaine légèreté de ce mouvement. Voilà, on sait que ce mouvement a été accompagné d'autres mouvements comme l'Alternative Orange à Wrocław, et donc qui n'était pas seulement accompagné du pathos. Mais pour parler quand même des choses un peu pathétiques, comme vous êtes une spécialiste de l'histoire du cinéma et aussi de Vaida, et que vous parlez de Vaida et de son homme de fer, un film qui, je trouve, ne manque pas de pathos, est-ce que vous pourriez nous dire quelques mots sur le dialogue entre les images d'archives, donc les photos documentaires, et les clichés du film, qui souvent sont quand même des reconstitutions? Parce que j'ai l'impression que le film a tellement marqué les esprits que parfois certaines scènes sont lues, vues comme des documents, alors qu'ils ne sont pas tout à fait, toujours et complètement. Bien sûr, on peut dire que le film lui-même est un document car il a été tourné à vif dans un contexte très particulier. Mais voilà, si vous pourriez revenir pour le public sur ce dialogue-là. Et pour finir, mais ne vous sentez pas obligé de répondre à tout, Michel Wiewiórka, dans l'introduction à votre livre, évoque les gens de peu, je le cite, à savoir les militants ordinaires, donc des protagonistes souvent inconnus de ce mouvement, que l'on voit effectivement sur les images, mais il y a aussi beaucoup sur ces images de leaders de premier plan, voire de leaders importants sur le plan national ou régional. Donc ma dernière question, c'est qu'avez-vous appris sur ces militants ordinaires à travers votre enquête? Merci. À vous la parole, Agnew. Merci beaucoup, Dorota, pour ces vraiment très belles questions. Je vais les suivre dans l'ordre parce qu'en fait, ça me permet, pour ceux qui n'ont pas lu le livre, de suivre un peu l'ordre du livre, sans trop dire, puisque comme le but, c'est que vous le découvriez, mais essayez quand même de suivre la chronologie, c'est-à-dire de l'avant Solidarność. Le livre commence en 1977. Et ça me permet de commencer avec ces images justement de l'IPN. Oui, il y a beaucoup de travaux d'historiens du communisme qui ont posé au début des années 2000 surtout, comme vous Dorota, la question du statut de ces archives de l'IPN et de savoir comment nous, historiens, on pouvait les traiter, qu'il fallait les traiter de manière très précautionneuse, avec un appareil critique particulier, ces images ces archives qui ne sont pas des archives comme les autres. Vous disiez dans l'un de vos articles. Alors, je me suis permis d'y retourner dans ces archives parce qu'on avait beaucoup parlé des archives papier de la milice, donc de tout le système de répression du système communiste. Mais finalement, il y avait peu de travaux sur les images que j'avais trouvées à l'IPN, comme si on avait peur de ces images, comme si on n'avait pas le droit de les regarder,
comme si elles étaient un peu trop sales, trop dangereuses, trop complexes. Elles avaient été faites dans un but de répression. Donc nous, aujourd'hui, on ne pouvait pas s'en emparer. J'ai essayé de faire le contraire, au contraire, de les voir et de voir un petit peu ce qu'elles disaient. Peut-être libérer un petit peu de ces débats quelques années plus tard en me disant, dans la lignée aussi de chercheurs comme Emmanuel Droit, comme Sonia Combe, d'essayer de voir comment justement s'opérait la répression et s'intéresser plus particulièrement dans le cas de mon livre aux images faites par des opérateurs, donc des gens d'image qui avaient été engagés par la milice. On va peut-être voir, Emmanuel, si vous pouvez, parce que c'est peut-être un peu abstrait ce que je dis là, les images 3, 4, 5, 6, ce sont des captures d'écran, donc des images fixes, d'images animées. Le temps que Emmanuel nous les montre, je vous les présente. Donc, ce sont donc des caméras qui ont été utilisées par la milice pour surveiller ces... alors, elles sont toutes petites. Je crois qu'on ne peut pas les voir en plus grand pour l'instant. Vous voyez, ce sont des caméras qui ont été mises à une fenêtre pour observer le déroulement d'une grève de la faim à l'église Saint-Martin. Donc, ce sont des images, comment dire, pas forcément très... explicites. On voit les grévistes dans un jardin au quotidien et sans commentaire, sans son, on a juste des images en noir et blanc qui défilent. On les voit marcher, on les voit, la grève se passait à l'intérieur de l'église, donc on les voit prendre l'air en fait, discuter ici avec le prêtre Dembowski, de savoir comment s'organise cette première grève de la faim, donc en soutien à des ouvriers qui ont été arrêtés. Et pour les soutenir, on organise cette première action médiatique qui consiste donc à ne plus manger pendant quelques jours pour alarmer les médias de ce qui arrive à ces ouvriers. Et face à ces images, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai essayé d'abord de les regarder vraiment, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on voit, quel visage, qui sont-ils, d'identifier les personnes qu'on voit. Ensuite, peut-être de discuter, j'ai mené un entretien avec Bogdan Stevinski, qui était l'un des participants de cette grève, et de lui suggérer, plus de 43 ans plus tard, de lui montrer ces images et de le faire parler sur ces images. Et dans ce dialogue-là, je me suis aperçue que ce qui ressortait, c'est l'expérience physique aussi, spirituelle de cette grève de la faim. C'est-à-dire qu'on l'avait raconté d'une certaine manière et tout à coup, Bogdan Stevinski se rappelait qu'ils avaient très froid. C'est pour ça qu'ils mettent des couvertures. Parce que quand on ne mange plus, on a froid. Il se souvenait que c'était un printemps formidable, le mai 77, il y avait ce soleil, et qu'en fait, dans ce mouvement de protestation, ils étaient heureux. Ils étaient extrêmement heureux d'être ensemble et d'avoir le courage de mener cette grève de la faim. Donc tout à coup, grâce à ces images, je libérais un certain récit qui peut-être avait été un petit peu censuré dans le récit de ces actions politiques. Autre chose qui m'intéressait dans ces images, c'est de savoir alors, qui les avait filmées et pourquoi. Et pour répondre à ces questions, je suis allée aussi dans les archives documents donc de l'IPN pour m'intéresser par exemple à l'équipement, de savoir combien ils ont de caméras, comment ils ont fait est-ce qu'il y avait un scénario, est-ce qu'il y avait une commande, est-ce qu'on leur demandait de filmer telle personne plutôt qu'une autre. Donc de savoir quel était le rôle finalement de ces caméras dans les mécanismes de répression de l'État. Alors, je ne vais pas prolonger trop sur ces images, mais il y en a de passionnantes que certains d'entre vous connaissent. Sur Mars 68, on a énormément d'images d'avant aussi. Donc, j'ai essayé de les comparer, de voir comment avaient changé les méthodes, qu'est-ce qu'on filmait, est-ce que c'était des opérateurs professionnels, est-ce qu'ils cadraient bien, ou est-ce qu'ils étaient un petit peu perdus devant ce qu'ils étaient en train de filmer. Donc, ce sont toutes ces questions-là que je pose. Et pour ne pas être trop longue, je voudrais juste vous parler d'une autre archive que j'ai trouvée fascinante. Emmanuel, si vous pouvez nous montrer le numéro 11 et 12, s'il vous plaît. C'est un interrogatoire de police qui a été filmé par la police. Donc, j'ai trouvé ça pour les besoins du film. Il s'agissait donc d'un interrogatoire et je découvre quelqu'un qui parle français. Ce monsieur donc, qui parle français et qui répond, il explique qu'il a
essayé de transporter des émetteurs radio pour Solidarność, donc après l'état de guerre. On est à l'été 82, et il a essayé de transporter ces émetteurs. Donc, il répond aux questions de l'agent de police qui l'interroge. Et à partir de cette archive, il n'y a pas de document écrit, en fait. Donc, je ne sais pas qui je vois. Voilà, vous voyez, c'est un interrogatoire. On a une caméra fixe et on a un monsieur en Marcel, un peu en colère. On voit qu'il répond à une question, mais qui n'est pas très coopératif quand même dans sa réponse. Mais je ne sais pas qui c'est. Je n'ai pas de document qui m'indique pourquoi ça a été fait. Donc, à partir de là, je piste cet enregistrement et je tombe sur Roger Noël, un anarchiste belge. J'essaye je contacte, je suis contactée par la radio belge qui fait une émission sur lui, et donc on trouve des archives en Belgique parce que ce monsieur a été arrêté. Donc, il y a eu toute une campagne pour le défendre. Donc, à partir de cette image, j'essaye de cette séquence filmée, j'essaye de raconter toute l'histoire de Babar, car il se surnommait Babar. C'est un anarchiste belge qui a essayé d'aider Solidarność en transportant ses émetteurs radio. Donc voilà, c'est comme ça que je traite ces images pour ce qu'elles sont. Je ne m'empêche pas de les interpréter. Et ces images particulières, en effet, ces images d'archives particulières, elles m'emmènent aussi vers des histoires qui peut-être n'ont pas encore été racontées, et des personnages absolument passionnants dont je déroule un petit peu l'histoire. Et voilà, je me demande pourquoi est-ce qu'on a filmé cet interrogatoire, comment on a ensuite utilisé cet interrogatoire pour les bienfaits de la propagande à la télévision. Et après, je ne vais pas vous en dire plus parce que je vais raconter tout le livre. Mais c'était deux exemples pour vous illustrer un petit peu cette question des archives d'IPN, peut-être sur lesquelles j'aimerais beaucoup revenir, peut-être en discussion avec le public. Une deuxième question, Georges, je peux continuer? J'ai ton aval. Oui, la question de l'humour, peut-être, parce qu'on part de l'IPN, on arrive jusqu'à l'humour. C'est un peu aussi le grand écart de ce livre. C'est une question fondamentale dans mon livre, et merci Dorota d'y revenir. On parle de rire, mais en fait, ce sont les rires qui m'ont intéressée, ce sont tous les registres de rire. C'est-à-dire, comme vous le disiez, l'autodérision, la légèreté, le rire qui peut, le rire qui blesse, le rire qui résiste, le rire qui est le seul moyen parfois de montrer son désaccord. Et donc, tous ces registres de rire m'ont intéressée. Pourquoi? Parce que je suis partie je le dis en introduction, d'une réflexion de Daniel Arras, historien de l'art, qui s'étonne toujours lorsqu'il lit les travaux des historiens de l'art en disant « c'est formidable, c'est passionnant, mais pourquoi est-ce que vous censurez votre rire lorsque vous voyez quelque chose ?» Lorsqu'on voit des images, il nous arrive de sourire, de rire, pas parce qu'on trouve ça dérisoire, parce qu'on trouve ça décalé, mais tout à coup, en analysant l'image, on arrête de penser ce rire. Et moi, ce que j'ai essayé de faire, c'est de penser mon propre rire et de penser aussi le rire des publics que j'avais pu croiser lors des projections de mon film. Et je me suis demandé qu'est-ce que ça signifiait du mouvement lui-même et de la manière dont ça avait été vécu par les militants. Et en fait, en ramenant la question de l'humour sur la table, je me suis aperçue que c'était quelque chose qui avait été un petit peu éclipsé de la manière dont on parlait de Solidarność. Or, cela constituait aussi quelque chose de très important dans la manière, par exemple, de vivre un internement à Białowieża. C'est-à-dire, c'est une manière de se mettre en scène. On connaît tous les travaux sur l'humour dans les pays de l'Est. Eh bien, c'est dans cette lignée-là aussi que j'ai essayé de me dire, voilà, si moi, je souris en voyant un militant interné en short avec un bouclier de chevalier qu'il s'est lui-même construit pour faire rire ses copains, eh bien, peut-être qu'il y avait quelque chose à penser là-dedans. De la fraternité, de la camaraderie, de l'artisanat, de la manière dont on utilisait le rire aussi pour comment dire, se moquer peut-être des gardiens qui étaient là. Et donc, ce rire, ce n'est pas seulement pour rire, je dirais, c'est aussi pour mieux comprendre ce qu'a été la vie, à la fois la vie quotidienne, mais aussi la vie politique de cette époque-là. Et je pense que c'est une clé de lecture qui est très utile, et elle a déjà été employée, là aussi, ça n'a rien de nouveau, mais par rapport aux images, il me tenait à cœur de ne pas
me censurer et de ne pas censurer les spectateurs qui réagissent à ces images avec tous les registres possibles. Et juste pour finir sur le rire, c'est parce que le rire fait partie de l'expérience humaine, de l'histoire, qu'il m'a intéressée. C'est que si on l'enlève, on a toute une partie de notre vécu qui tout à coup n'est plus pensée. Et il m'a semblé vraiment fondamental, notamment dans la mise en scène de ces militants, de poser cette question-là et de nous autoriser aussi à penser la dérision à côté, non pas à la place d'eux, mais à côté d'une vision peut-être plus héroïque et plus romantique qui existe aussi et plus pathétique, comme vous l'avez dit. Voilà pour l'humour. Est-ce que vous êtes toujours là? On continue ou Oui, peut-être je préfère que… Agnew, est-ce que tu considères que tu as répondu à toutes les questions et je peux continuer ou tu veux continuer à répondre aux questions? Est-ce que Dorota est satisfaite d'abord? Je n'ai pas parlé de Vaida quand même. Voilà. Juste 2 phrases sur l'homme de fer, mais vraiment, je vais être très courte parce que Vaida, évidemment, Andrzej Wajda, c'était l'objet de mes premiers travaux de recherche, donc je ne voulais pas non plus redire tout ce que j'avais peut-être déjà écrit ailleurs, mais ce qui m'a intéressé dans l'homme de fer, c'était de reposer la question de l'engagement des cinéastes juste après le déroulement de l'événement. C'est-à-dire comment Wajda, lorsque les grèves de Gdańsk ont lieu et qu'il a l'idée, en allant au chantier, de faire un film, comment 4 mois plus tard, en janvier, il commence le tournage sur place et avec quoi il va travailler. Comment vont se mêler justement, comme vous l'avez dit, des images filmées, des images documentaires de l'époque, des archives sonores de la milice qu'un habitant de Gdańsk lui a déposées, et comment tout ce matériau va s'entrelacer et va créer quelque chose d'assez particulier en termes cinématographiques, où la fiction se nourrit du documentaire, qui lui-même renourrit la fiction. Il va remettre en scène des événements par rapport à des photographies qu'il a vues, qu'il va animer. Donc voilà, comment se passe l'écriture cinématographique au moment, quelques mois à peine, lorsque l'histoire est encore brûlante, comment ça se passe et comment ce film ensuite va vivre dans un festival comme Cannes et à l'étranger. Donc comment il va être perçu à l'Ouest aussi, avec le mélange de tout ce matériau très hétéroclite et très différent. Ok, très bien. Mais j'ai dit… Merci beaucoup, Agnew. Je pense que Dorota est satisfaite. Là, je vois son sourire. Moi, je voulais juste ajouter à propos de l'humour que j'ai le sentiment, mais je crois que tu l'as dit aussi entre les lignes, que ces détenus sentaient finalement qu'ils étaient sur le sentier de la victoire. Qu'au fond, en face d'eux, il y avait un pouvoir qui jouait une sorte de comédie pour leur faire peur, mais qu'ils n'avaient plus le moyen de leur faire peur. Tout à fait. Et donc, il y avait une sorte de décontraction d'une certaine façon, parce qu'ils voyaient bien qu'une comédie s'est jouée en face d'eux. C'est une des caractéristiques de la normalisation polonaise qui a commencé effectivement dans la violence, mais la deuxième partie de cette normalisation allait plutôt vers une sorte de détente parce que le général Jaruzelski voulait réformer, les récupérer, etc., etc. Je voulais aussi te poser une question, je peux puisque c'est moi qui modère. Il y a évidemment pas mal, et tu le dis quelque part, destruction des archives. Est-ce que tu as pu évaluer ça, savoir jusqu'à quel point c'est un trou noir par rapport à ce qui était disponible pour toi? Oui, alors il y a un article très intéressant là-dessus d'un archiviste de l'IPN qui s'appelle Radosław Pobożny qui m'a beaucoup aidé dans la recherche de mes images et qui a publié là-dessus, c'est-à-dire lui, il a essayé de faire un état des lieux de ce qui avait pu, de ce qui restait. Et de peut-être ce qui avait été détruit. Évidemment, il ne l'a pas listé puisque il n'a pas pu tout lister, mais toutes les destructions qui avaient lieu, surtout dans les années 80 aussi, beaucoup de destructions. C'est très difficile d'identifier les destructions des documents, des archives papier, des archives photographiques et des archives filmées, parce qu'on a 3 natures d'archives différentes. Et à part cet article sur les archives donc audiovisuelles, qui
comment dire, qui fait état des destructions, mais ces destructions ne sont pas, je dirais, listées, identifiées. Moi, je n'y suis pas parvenue. J'ai juste identifié peut-être les moments, les phases de destruction, mais pas les archives, mais pas le vide auquel on est confronté. C'est c'est un des articles que j'ai trouvé le plus intéressant sur les archives audiovisuelles et aussi les photographies qu'il faut distinguer, puisqu'on a beaucoup de photographies des gens arrêtés, par exemple, qui posent avec leur numéro. Donc là, il y aurait tout un travail à faire. J'espère que d'autres histoires visuelles suivront, parce qu'il y a un travail magnifique à faire sur les images de ces arrestations, justement. Très bien, c'est des pistes ouvertes. Merci beaucoup, Agnew. Je passerai maintenant la parole à Carole. Carole bénéficie dans ton ouvrage de beaucoup de pages dans un chapitre. Il y a sa photo, là, je ne sais pas si on peut la voir. Oui, on la voit très bien, oui. Voilà. On ne le reconnaît pas forcément aujourd'hui. D'accord. Alors, Carole, évidemment, joue un rôle important dans cette période d'aide, surtout à Solidarność. Il crée une association dont on sait pas mal de choses, puisque lui, au moins, a attaché de l'importance à la mémoire et au fait qu'il faut se souvenir de ce qu'on a fait. Et donc, il y a même un ouvrage et un film consacré à cette association. Et au passage, je signale à des chercheurs qui s'intéressent à ces activités que voilà le livre. Et les chercheurs qui s'intéressent à ces activités peuvent entrer à la bibliothèque et trouver les archives de l'association Solidarité France-Pologne. Il y a un inventaire d'archives, donc il y a peut-être un travail de recherche supplémentaire à faire. Carole, qu'est-ce que tu ressens à te voir dans ce film d'abord, dans ce livre, pardon, dans le film de Wolski, j'en parle pas, mais là, dans ce livre, est-ce que tu as des questions à poser à Anya? Oui, j'aurais des questions et des réactions, mais bon, je suis un peu intimidé parce que, premièrement, c'est la première fois que je participe autant comme vieux combattant dans un débat. Et deuxièmement, je ne suis pas universitaire et donc je me prononcerai moins sur l'ensemble des livres, mais je prendrai des réactions sur les débats. Peut-être je commencerai par la fin. Je pense que si on discute l'homme de fer, il faut se souvenir, c'était là, pour moi, la découverte, la césure, c'était l'homme de marbre. L'homme de marbre qui était, je ne me souviens plus exactement l'année, mais ça a dû paraître 74-75. 76. Donc, en plein, où tout allait bien, en plein de la décade. Ça commençait à aller mal. Hein? Comment? Ça commençait à aller mal. Oui, ça commençait à aller mal parce que la Pologne a choisi une politique économique qui s'est effondrée avec la crise du pétrole de 73 et le désordre monétaire international qui en a découlé. Ça, je suis 100% d'accord. Ça a commencé à aller mal, mais ce qui était extraordinaire, qu'on a laissé, même si on a un peu découpé à la fin, on a laissé passer ce film qui quand même remettait très en question l'histoire du régime, de sa manière d'être, et qui annonçait, après coup, on peut dire que l'homme de marbre annonçait l'événement de type Solidarność. Mais Carole, quand vous vous êtes vu raconter votre histoire dans le livre, parce que là, vous Oui. échappez à la question de Georges de manière très habile, mais lorsque vous vous êtes vu devenir un personnage du livre, si j'ai bien compris ta question, Georges, excuse-moi de la reformuler, quelles sont
les impressions que vous avez eues sur… On a passé beaucoup d'heures à discuter, il faut peut-être le dire, abondamment, avec Christina aussi, de l'association, de ce que ça voulait dire fonder une association comme Solidarité France-Pologne. Et parmi d'autres, évidemment, qu'il y en avait des centaines d'autres dans toute la France. Comment est-ce que vous avez revu peut-être votre histoire à la lumière de ces images et de ces archives de l'INA que je suis allée chercher pour compléter votre récit sur la question de la mobilisation française juste après l'état de guerre, donc décembre 81, et d'insérer peut-être votre histoire d'engagement par rapport à un contexte beaucoup plus large et à d'autres formes aussi d'engagement. Moi, j'ajouterais une question puisque tu inverses la relation là. Tu poses la question à Carole alors que c'est à Carole de te poser des questions. Ouais. Je veux savoir pourquoi parce que tu as dit à très juste titre qu'il y avait plusieurs associations et qu'il faut rendre hommage à toutes ces associations. Et je suis même persuadée que certaines associations, en lisant ton livre, vont dire « Mais pourquoi, bon Dieu, elle a choisi celle-là et pas les nôtres qui sont tout aussi méritantes ?» Peut-être plus. Alors j'ai envie que, à la question que tu as posée à Carole, s'ajoute la question que je te pose à toi. Pourquoi tu fais ce choix, qui est un choix d'une certaine façon subjectif? Bien sûr. Je vais répondre à sa place. Alors, je vais juste te dire, parfois, il est plus simple de travailler peut-être sur le Moyen-Âge que sur l'époque contemporaine, parce qu'en effet, la question du choix se pose, et pour moi, elle a été très claire, c'est-à-dire, c'est quelque chose d'assez pragmatique. C'est une rencontre, c'est un désir, et ce sont des matériaux. Et lorsque la jonction se fait entre une volonté d'avoir envie de discuter avec quelqu'un, de pouvoir ensuite prolonger son témoignage oral par des archives, comme ce fut le cas pour l'association Solidarité France-Pologne, écrites, qui sont déjà classées et déposées à la bibliothèque. Et en plus, quand on peut s'appuyer sur le formidable travail d'un historien comme Marcin Kula sur les correspondances entre les familles françaises et polonaises, là, on a un matériau en or, visuel, narratif, oui, ce livre formidable qui a été écrit en polonais, qui analyse donc les correspondances, les lettres que s'envoyaient les familles. Donc, oui, donc, pour répondre à ta question, il faut tout ça pour choisir, c'est-à-dire que lorsqu'on a des matériaux visuels, papier, des films, comme le film de Wolski, eh bien là, on commence à réfléchir, parce que sinon, évidemment, on se lance dans des travaux de décennies qu'il faudrait constituer ces archives aussi, avant tout. C'est la base, je dirais, et je ne dis pas que ça ne se fait pas, mais ça facilite évidemment le travail de l'historienne. Oui, pardon, Carole, certainement involontairement, tu déclenches une compétition mémorielle, mais enfin bon, c'est évidemment marginal. Carole, s'il te plaît. Pas involontairement, parce que quand nous avons créé l'association Solidarité France-Pologne, le professeur Marcin Kula, mais d'autres amis, et notamment son père, professeur Witold Kula, un urbaniste, Alexandre Walis, nous ont dit dès le départ, ne jetez rien, archivez, parce que ce sera important pour l'avenir. Donc, effectivement, d'abord, c'était éparpillé entre les militants de l'association Solidarité France-Pologne. Et dès qu'on a commencé à avoir un local, c'était exactement le 15 décembre 1981 que nous avons pris possession de notre local, qui était une pièce prêtée par l'association jésuite Incroyance et Foi, ça ne s'invente pas, hein, dans 3e cours, rue Saint-Simon. Donc, ça avait vraiment l'air d'une agence de CIA parce qu'on appuyait Incroyance et Foi et on allait à la 3e cour où il y avait une porte à gauche et on n'avait pas le droit d'écrire que c'est l'association Solidarité France-Pologne. Et là, on a commencé à archiver. Donc, effectivement, et ça c'est Christina surtout qui était moteur, quand l'activité de l'association Solidarité France-Pologne a cessé d'être aussi intense
puisque Solidarność est arrivé au pouvoir en Pologne, on a décidé de transférer ces archives et on a cherché où. Et on n'a pas eu suffisamment de confiance, et l'avenir, hélas, nous a donné raison, pour les transmettre en Pologne. Parce qu'on ne savait pas, est-ce qu'il n'y aura pas en Pologne un régime qui, à un moment donné, va utiliser ces archives à des fins politiques. Et donc, le choix de la bibliothèque s'imposait. Et je remercie à cette occasion pour la énième fois Pierre Zaleski et les instances de la bibliothèque d'avoir accepté ces archives que je dirais elles vont jusqu'au 2005, l'entrée de la Pologne à l'Union européenne. Et je pense que maintenant, il faudra refaire ce travail pour tout ce qui a été fait après. Deuxièmement, peut-être ce qui différencie Solidarité France-Pologne des autres, et peut-être justifie encore que c'est Ania qui a choisi mon passage à la télé, dont j'ai gardé souvenir, c'est la première fois que je parlais à TF1. J'étais vu, si je peux dire. Le lendemain, TF1 a donné notre téléphone personnel pour les gens qui téléphonaient comment ils peuvent aider la Pologne. Notre fille qui avait 5 ans a fait grève en disant il y a tas de gens qui ont téléphoné, mais je vous dirai rien. Hein, parce que c'est insupportable. Il fallait qu'on débranche le téléphone pendant 3 jours. Sinon, on devenait complètement fou. Donc, je me souvenais bien sûr de ce passage. Je me souvenais surtout à cause de Serge Gainsbourg, qui était d'un pittoresque absolument extraordinaire. Qui est présent aussi sur le plateau. Qui est bien décrit, voilà, bien décrit. Mais pour revenir sur l'essentiel, dès le départ, l'association Solidarité France-Pologne était conçue comme une fédération de toutes les initiatives qui s'est créée. On n'a pas eu toutes les initiatives, mais quand on y parle de 100 ou plus de 100 associations en France, une bonne moitié était d'une façon ou d'une autre liée à l'association Solidarité France-Pologne, parce qu'on n'avait pas une ligne politique, on ne donnait pas les directives, on accompagnait les initiatives des gens. Et comme je travaillais à l'époque au ministère de l'Environnement sur la qualité de la vie avec les collectivités territoriales, d'emblée, on a eu l'idée de créer des sections et de travailler avec la province. Et ça, c'est peut-être une critique que j'ai dans le livre, que on n'insiste pas assez sur justement tous les mouvements qu'il y a eu en province. Quand il y avait la section de Solidarité France-Pologne, mais ils n'affichaient pas Solidarité France-Pologne parce que c'était complètement secondaire, qui, 15 décembre, a organisé une manifestation à Digne-les-Bains, la capitale des Alpes de Haute-Provence, une ville de 13 000 habitants à l'époque, où il y avait 1000 participants. Mais le préfet n'en revenait pas. Il n'a jamais vu une manifestation de 1000 participants spontanés. C'était avant l'introduction du loup dans les Alpes qui provoque aujourd'hui de grandes manifestations très violentes. Ce n'était pas le cas de Solidarité France-Pologne. Carole, est-ce que tu peux poser des questions à Ania? Oui. Juste réagir sur ce que vient de dire Carole, oui. Mais en 3 phrases. Oui. Georges. Oui, absolument. Oui, juste deux petites choses importantes, c'est que dans ces archives qui ont été déposées à la bibliothèque, il n'y avait pas d'image, je n'avais pas de photographie. Non. Donc, ce qu'il m'a fallu faire, c'est d'aller chercher une famille qui apparaît dans le film de Wolski, la famille Waltz. Et là, on peut peut-être voir les archives que j'ai trouvées formidables, des photographies qui m'étaient envoyées. Donc, c'est les images 20 et 21. Emmanuel, si tu les vois, les 2 portraits de la famille Waltz. Et donc, ce qui m'a intéressée, c'est de voir comment, dans ces correspondances, on envoyait aussi peut-être des images pour donner à voir qui on est dans cette opération de parrainage qui était donc organisée par l'association. Donc, la place des images aussi, je suis désolée, je reviens toujours aux images, mais parce que c'est l'objet du livre,
c'est qu'il n'y avait pas ces images dans les archives qui avaient été déposées. Et donc là, le travail que j'ai dû faire, c'est d'aller les chercher dans les archives privées des personnes qui avaient participé à ces actions. Anya, je suis désolée, est-ce que tu peux me les décrire parce que je n'ai pas du tout les mêmes numéros? Un magnifique portrait en noir et blanc d'une femme avec un D'une femme avec son chat et le petit garçon? et le petit garçon. Ok, très bien. Des portraits qui, moi, m'ont vraiment beaucoup touchée, qui m'ont été confiés par Inga Waltz, qui est peut-être d'ailleurs là ce soir, de familles justement qui avaient été parrainées par des familles françaises. Et à partir de ces photographies, j'interroge aussi la manière dont on peut se percevoir quand on percevait un citoyen de la Pologne de l'époque, et ces photographies, ces images, ces portraits en fait, déplacer aussi la manière dont on les percevait peut-être dans les journaux télé, dans les images de magasins vides, de froid, où on avait des images très pathétiques, en fait, des images filmées, pardon, très pathétiques. Là, tout à coup, on avait d'autres représentations à travers ces photos-là. Et une deuxième et dernière chose, à propos du choix, quand même, c'est très important. Il ne me fallait pas seulement aller dans ces rails-là. En effet, j'ai choisi cette association, mais j'en ai rencontré d'autres aussi. Par exemple, le collectif Solidarité avec Solidarność. J'ai longuement parlé avec Jean-Yves Potel, avec Jean-Louis Panet et avec leur photographe qui a fait des photos à cette occasion. Donc, d'autres collectifs d'une autre nature apparaissent aussi dans le livre de manière peut-être un petit peu moins présente à cause justement de cette consistance d'archives plus ou moins disponibles. Mais il est important de remarquer quand même que d'autres structures existent aussi dans l'ouvrage. Oui, bien sûr. Jamais on a demandé à avoir un monopole quelconque sur la question. J'ai une question, mais avant, je voudrais terminer là-dessus. C'est une autocritique que je fais. On n'a pas collectionné des images. C'est une grande autocritique. En lisant le livre, je me suis rendu compte que c'est dommage que nous n'avons pas archivé les images. On a fait les films justement pour faire de l'image audiovisuelle, mais c'est après coup, si je peux dire. Donc, c'est très différent. Et d'autre part, je pense que ce sera intéressant, là je parle aux deux administrateurs de SHEP, que ce sera intéressant de continuer à collectionner les images et les archives liées à Solidarność parce que ça appartient aujourd'hui à l'histoire. C'est ça qui m'a fait vieillir. Très bien, Carole. Une question, si tu as envie. Une question très précise. Dans cette interprétation d'image, quelle est la méthodologie où on parle de faits et quelle est ensuite la libre imagination de l'auteur? Oui, on dit l'auteur, on ne décrit pas. Parce que, par exemple, ce chapitre, quelques pages consacrées à la photo de la messe du plein air, ou plutôt de confession de plein air qui a énormément impressionné l'époque. Et quelque part en France, ça fait du mal à Solidarność parce qu'elle était tout de suite perçue comme un mouvement clérical. La perception en France est quand même très différente de ce qui s'est passé en Pologne. Tous les commentaires sur ensuite le père Jankowski et tout ça, c'est quand même ça c'est l'imagination de l'auteur, des commentateurs, c'est-à-dire de toi. C'est une question très compliquée que tu poses. Peut-être je le répondrai simplement pour dire que le livre essaie de travailler cette frontière aussi poreuse entre ce que tu appelles l'événement, mais qui est aussi une construction, malgré tout. Parce qu'on peut dire, voilà, le 24 août, 24 août 1980, une confession publique a été organisée au chantier naval de Gdańsk, l'événement. Bon.
le rôle de l'historien, et vous le savez tous, c'est de poser des questions à cet événement, de le penser finalement, de le penser. Et donc, il y a différentes manières de penser cet événement. Et moi, ce qui m'a intéressé, c'est de le penser, peut-être aussi, et c'est là que rentre en jeu ce que tu appellerais peut-être la fiction, peut-être avec des témoignages, avec d'autres, mais c'est ce que font tous les historiens, avec d'autres sources pour penser ce qui a été vécu, de ce qui s'est passé. Mais ce qui s'est passé, on ne peut pas le dire juste en un événement. Le réel se construit par la jonction de tous ces vécus et par la manière dont ces vécus ont été racontés à différents moments. Si on va interroger un ouvrier qui était là à la confession publique, il dira quelque chose en septembre 80, mais il dira autre chose 5 ans plus tard et encore autre chose 15 ans plus tard. Il est où le réel là-dedans? Eh bien, il est dans la manière dont on va penser l'évolution de son récit. Donc, je pense que depuis l'école des annales et depuis encore avant, les historiens ont ce qu'on appelle positiviste, je dirais, c'est quelque chose d'assez, je dirais pas dépassé, mais on n'est plus là-dedans. On pense l'événement historique. Je suis désolée, je le résume pour un public extrêmement diversifié, donc j'essaye d'être le plus simple possible. Mais l'événement est là. Moi, et il a déjà été raconté, il a déjà été écrit. Donc, moi, je vais le raconter différemment en convoquant d'autres sources et surtout en posant d'autres questions. Parce que ce qui m'a intéressé dans ce livre, c'est la question de la mobilisation, de savoir comment à cette époque où on avait d'autres outils, comment autant de gens se sont rassemblés, se sont unis pour agir. Donc, si on part de cette question, on ne regarde pas les événements de la même manière et on ne choisit pas les mêmes moments du passé pour penser cette question. Par moment, je me permets, en effet, quand je regarde une image, que ce soit une photographie ou un extrait de film ou des images de la milice, je me permets peut-être de convoquer des phrases entendues que je pose sur ces images. Lorsque je vois, par exemple, deux personnes discuter ensemble, je me rappelle des témoignages que j'ai lus dans les travaux d'Alain Touraine ou de Michel Viviorca et d'autres sociologues de l'époque qui sont allés interroger des ouvrières dans la Pologne des années 80. Donc, je croise, en fait, ce n'est pas cette ouvrière-là qui parle, mais ce type de réflexion ou de parole a été formulé à cette époque par d'autres ouvrières polonaises dont j'ai lu les témoignages dans des ouvrages. Donc, ma licence poétique, pour finir là-dessus, elle reste, pour l'instant du moins, assez contrôlée par un cadre, malgré tout, assez rigoureux de travaux d'historiens, de politologues, de sociologues qui ont rassemblé ces matériaux. D'accord. Je ne sais pas si c'était très clair, mais c'était… C'est très clair, Agnew. C'est pour ça d'ailleurs que l'exemple de Per Jankowski est la plus difficile à justifier parce qu'il y a ce contraste extraordinaire entre la confession telle que ça se passait à l'époque et ce que nous savons sur sa pathologie. Bien et donc, sûr. Ce n'est pas tout à fait sur son rôle, ce n'est pas tout à fait une révision éventuelle du rôle des images concernant Solidarność, c'est l'irruption d'une information qui transforme complètement notre perception du personnage et du coup déclenche une avalanche d'informations nouvelles. Les personnages n'est plus du tout les mêmes, d'où le côté drastique du positionnement des personnes qui ont cohabité avec le Père Jankowski, qui vivent dans la ville du Père Jankowski, cette réaction violente contre tout symbole mémoriel représentant le Père Jankowski. C'est les autres images qui expliquent un peu mieux ta méthode, évidemment, et ces deux temporalités qui te donnent justement un éventail possible d'interprétations diverses. Mais dans la même lignée, il ne s'agit pas simplement de dire, voilà, je déconstruis des mythes. Ce n'est pas ça, je dirais, l'objectif du livre, c'est de comprendre pourquoi ces mythes ont existé et ils ont eu des raisons d'exister et ils ont une efficacité aussi politique
et que cette grandeur, elle va peut-être, qui a été donc construite par des représentations, par des discours, comment cette grandeur, elle cohabite aussi avec des failles, avec des zones d'ombre, avec tout ce qui constitue l'être humain, finalement, à la fois sa grandeur et sa petitesse. Et c'est ça que j'essaye de penser dans ce livre, c'est penser un leader politique dans peut-être ce qu'il a de moins admirable, finalement. Et ça ne veut pas dire que je trouve qu'il n'a pas à être admiré. Ça veut dire que tout en l'admirant, il faut voir ce qui en lui est peut-être moins admirable. Oui, que ça que ce soit, Oui, quoi que ce soit, c'est l'héroïsation à rebours, d'une certaine façon. Je propose le modus operandi suivant. Nous sommes à 19h15, donc il nous reste à peu près 3/4 d'heure pour inclure maintenant le public dans le débat. Et comme Emmanuel a très justement fait savoir à tout le monde, vous avez la possibilité de poser des questions, voire de faire des commentaires, mais concis, parce que je voudrais donner la parole au plus grand nombre de personnes, en m'écrivant dans la rubrique conversation, vous vous annoncez avec vos questions écrites que je présenterai ensuite à Anya. Notre censeur va ensuite… Et autocrate. Et autocrate assumé. Mais démocratique quand même. Peut-être l'image… alors j'aurais voulu… Les archives de l'INA, puisqu'on a parlé avec Carole Zach de la mobilisation du 13 décembre 1981. C'est une image où on voit un photographe devant les grilles, une grille. Je ne vous dis pas laquelle pour l'instant, mais devant une grille. Mais vous la voyez, c'est une capture d'écran donc des archives de l'INA. On voit, alors certains d'entre vous reconnaîtront peut-être ce lieu, évidemment. C'est le portail de l'ambassade de Pologne. On voit même la tête de Jean-Louis Panet. Ah, bah tu vois. Là, tu as de bons yeux. C'est le premier bonhomme en lunettes. Oui, d'accord. C'est l'entrée donc de l'ambassade rue Saint-Dominique, qui a été le lieu donc de cette première manifestation très, très importante en soutien à la Pologne juste après la mise en place de l'état de guerre. Donc, on voit ce reportage. En fait, c'est une image. J'étudie ce reportage et la manière aussi donc ce qu'on voit, et peut-être aussi la manière dont les médias français ont réutilisé des images qui avaient été envoyées par la Pologne, donc qui se passaient en Pologne à ce moment-là, et comment ces images tournées à Paris de la mobilisation vont dialoguer avec des images envoyées donc par les médias polonais. Et à partir de cet événement, évidemment, j'essaie de le raconter à travers des récits aussi de personnes qui ont participé à cette manifestation. C'est Evelyn Blomstein, pour n'en citer qu'un, qui dans son autobiographie raconte justement cet événement-là. Georges, est-ce que… Écoute, je n'ai pas de Inga Valls, mais elle dit qu'elle n'a pas pu lire les livres, mais elle serait intéressée par la question de la production d'images par les militants eux-mêmes. Sont-elles des images documentaires commémoratives? Ça, c'est la première question, et je vais tout de suite t'ajouter une deuxième question de Jean-Vincent Moreau. Si tu arrives, tu notes, d'accord? Que reste-t-il de l'esprit Solidarność aujourd'hui en Pologne, à une époque où des inquiétudes planent sur sa démocratie et au lendemain de la promulgation d'une loi portant atteinte aux droits des femmes? Merci beaucoup pour ces deux questions très différentes et très importantes l'une comme l'autre. Je vais commencer peut-être par la question plus méthodologique des images documentaires et commémoratives. Je dirais peut-être de manière très, très synthétique que toute image peut devenir une image commémorative à partir du moment où il y a une intention commémorative par une instance qui va l'utiliser dans un récit commémoratif. Une image n'est pas en soi une image commémorative, elle va le devenir, de la même manière qu'elle va devenir une archive à partir du moment où elle va être conservée, classée, identifiée.
Donc, c'est un document. C'est vrai que j'utilise toutes ces images, à la fois ces films, donc ces œuvres que l'on pourrait mettre peut-être à part, ces œuvres cinématographiques, comme des documents, avec la distinction, je ne les mets pas toutes au même niveau, puisqu'elles ne sont pas de même nature, mais je les utilise comme documents pour penser le passé. Si je peux ajouter quelque chose, Jurek, bien sûr. Incroyable à la génération de l'auteur du livre, mais à l'époque, on n'aimait pas que les gens fassent ces photos. Oui, bien sûr. Et on les expulsait des manifestations. Mais ça, c'est très important et je pense que… Qui fait les photos et quel sera l'usage? Bien sûr, mais ça, c'est des régimes de visibilité, comme on appelle ça. C'est-à-dire que dans le livre existe aussi cette question de justement, qu'est-ce qu'on fait quand on n'a pas d'image? Pourquoi est-ce qu'on n'a pas d'image sur un événement? Donc, la question de la rareté des images, la question de l'absence des images est une question à poser. C'est-à-dire, c'est cette idée que tout a été filmé, tout a été photographié. Évidemment, c'est une illusion de notre monde aujourd'hui. On est surchargé d'images. Mais évidemment, lorsqu'on travaille sur les années 80 et encore plus sur d'autres époques, la question se pose différemment et c'est ça qu'il faut comprendre aussi. Il ne s'agit pas de juger les années 80 par rapport à un manque qui ne serait pas juste, ou, je ne sais pas, ce jugement-là n'a pas lieu d'être. Il s'agit simplement de comprendre comment ces traces du passé nous sont parvenues et pourquoi. C'est-à-dire, malgré tout, des images ont été faites, pas beaucoup. Pourquoi? Parce qu'en effet, comme le rappelle Carol Zaks et bien d'autres, on ne photographiait pas par méfiance, mais on ne photographiait pas aussi parce qu'on vivait, parce qu'on agissait, parce que l'action politique était dans un temps présent et que la projection dans l'avenir, c'est quelque chose qui parfois est antithétique. Lorsqu'on doit charger un camion, on ne va pas forcément poser devant le camion pour faire des photos. On l'a fait un petit peu, mais la question de qu'est-ce qu'on va photographier, filmer ou conserver sous une forme visuelle, c'est ça qui est passionnant en fait. Parce cela dit, même si on ne s'auto-photographiait pas, il y a eu des gens, des photographes qui étaient sensibles à ce qu'étaient les mobilisations collectives depuis mai 68 au moins et qui ne se sont pas privés de photographier sous des angles divers. Et tu le sais toi-même très bien. Il y avait même des photographes attitrés. On parlait de Kogan pour le mouvement, des gens comme ça. Mais c'est pour ça que je me permets… Oui, à propos de la commémoration, évidemment, comme il y a des collectionneurs de photos et qui les mettent dans les musées, comme par exemple dans le centre de solidarité européenne que tu as regardé et analysé, les statuts de commémoratifs arrivent à ce moment-là. La photo est sur un mur et évidemment, elle devient une photo commémorative d'une certaine façon. En tout cas, consolide le côté mémoriel. Certainement. Est-ce que tu peux répondre à la deuxième question? Et la deuxième question, l'esprit de Solidarność, c'est la question que pose Michel Viviurka aussi dans son introduction. Que reste-t-il de l'esprit de Solidarność? En fait, c'est la question que je vous pose avec ce livre. C'est-à-dire que mon livre ne parle pas vraiment de l'héritage mémoriel et historique et politique de Solidarność, puisqu'il s'arrête dans les années 86-87. La seule chose que je fais, c'est dans l'épilogue et dans la conclusion, je pose la question de l'usage de ces archives par rapport à la politique contemporaine, bien sûr. C'est une question fondamentale et Georges Mick en parlera mieux que moi, sans doute, puisque ces questions-là sont très complexes. Moi, dans ce livre, j'essaye de montrer un moment d'union. Oui, je sais, le mot est étrange, mais c'était vraiment un moment d'union, malgré tout, puisque je montre aussi que des gens de l'autre camp ont participé à l'esprit de Solidarność, ont façonné Solidarność, qu'il y a eu que les frontières étaient beaucoup moins poreuses entre une vision binaire de l'histoire et que la tendance réformiste du parti existait évidemment aussi. Donc, je pose la question de l'union pour vous poser la question de la désunion aujourd'hui. Et évidemment, faire ce débat aujourd'hui où évidemment la loi sur l'avortement nous a tous
bouleversé et toutes ces manifestations et toute cette mobilisation qui finalement se sont révélées inefficaces, inopérantes pour agir sur la législation, c'est extrêmement triste. C'est aussi une question politique que je me pose de savoir pourquoi cette mobilisation de cette époque a réussi et pourquoi aujourd'hui les mouvements de mobilisation extrêmement massifs en Pologne n'agissent pas finalement, n'ont qu'une efficacité sur la manière dont la loi évolue et sur les libertés individuelles, puisque Solidarność était un mouvement qui défendait les libertés individuelles et visiblement les libertés de la femme ne s'inscrivent pas aujourd'hui dans le cadre des libertés individuelles. Donc évidemment, c'est le problème, me semble-t-il, de la Pologne aujourd'hui. Néanmoins, dans les manifestations de la grève des femmes, par exemple, la référence mémorielle à Solidarność existe sur les pancartes. Ça, c'est passionnant, tout à fait. On peut le voir. Bien sûr. Évidemment, la vision qu'a ce mouvement de Solidarność n'est pas la même que celle de Kaczynski. Non, mais par contre, je dirais la conscience, les outils politiques, Komitet strajkowy, le fait de reprendre la même terminologie, les mêmes types de regroupements, le fait de faire des comités à des échelles locales, dans les petits villages, le fait qu'on essaye de mobiliser justement en dehors des grandes villes, ce sont des leçons évidemment qu'on a tirées de l'efficacité politique peut-être de la mobilisation, mais le contexte politique est très différent à l'échelle européenne, mondiale, donc on ne compare pas l'incomparable, mais évidemment c'est la question de l'efficacité de cette mobilisation qui se pose et de la manière dont la génération d'aujourd'hui se réapproprie aussi des combats d'hier, même si évidemment les chemins se sont, je dirais, écartés. C'est vrai, il faut dire aussi que l'héritage de Solidarność est à la base de la légitimité politique. Donc, chaque fraction aujourd'hui en Pologne se bat pour obtenir la sanction de cette légitimité. J'ai deux questions de Claudine Kieda d'abord. Et pourquoi en parle-t-on si peu en dehors de la Pologne? Elle s'adresse à tout le monde, je vois, mais bon, tu pourras peut-être répondre. Et aussi une question d'Agnieszka Grudzińska. Pourtant, les femmes étaient très peu valorisées au sein de Solidarność. Voilà un sujet qui t'intéresse de très près. Alors, juste, je ne suis pas sûre d'avoir compris la première question. La première question est pourquoi en parle-t-on si peu en dehors de la Pologne? De quoi? De l'histoire de Solidarność? Je suppose que de cela qu'il s'agit, ou peut-être de mouvements actuels qui utilisent je ne sais pas, la symbolique de Solidarność. Je ne sais pas. Il faudrait peut-être que Claudine préciser la question, parce que si c'est les questions de l'histoire de Solidarność, je pense qu'il faut des volontés de multiples pour que ce sujet puisse être traité, puisse intéresser des non-polonais, je dirais, et cela, ça peut être porté par des éditeurs, par des producteurs, par des réalisateurs, par des diffuseurs, par des enseignants, par des chercheurs. Il n'y a pas une personne qui tout à coup va rendre un sujet intéressant, c'est parce que on va tout à coup comprendre que ça nous concerne aussi. Et le ça nous concerne, évidemment, il existe de différentes manières. Le désintérêt je dirais, pour ce sujet, je ne l'ai pas vécu puisque j'ai eu la chance de faire ce film sur Solidarność et de faire ce livre à la FMSH, aux éditions de la FMSH. Donc, j'étais plutôt portée par l'impression que ce sujet-là était encore vivant, je dirais, dans les mémoires et qu'il fallait le traiter comme tel. Alors, Agnieszka précise que... Alors, oui, mais ce n'est pas une question, mais c'est un constat. Oui. Peut-être tu veux en parler? Ce travail-là, il a été fait par d'autres que moi, par Marta Dido, qui a fait un film formidable sur les femmes dans le mouvement de Solidarność, que certains d'entre vous en sont vus. On l'avait diffusé, il continuait à circuler. Donc, sur la manière, justement, dont ces femmes ont été peut-être invisibilisées au fur et à mesure, notamment après 89, lorsqu'elles étaient absentes de la table ronde. Et je vous recommande le film de Marta Dido sur ces questions-là. Ce que j'ai essayé de faire moi dans mon travail, c'est d'aller les chercher un petit peu ces femmes. C'est-à-dire lorsque je
mais c'est un travail qui demande, je dirais, c'est plus simple d'utiliser des choses qui existent déjà que d'aller en chercher de nouvelles. Et lorsque vous allez chercher des photographes femmes, par exemple, et que vous leur demandez, elles ont tendance, comme souvent, même aujourd'hui, à dévaloriser leur travail. Ah, mais ce n'était pas vraiment des photographies, elles n'ont aucune importance. Ça n'a aucune importance, ça n'a qu'une valeur aujourd'hui. Donc, il faut aller les chercher, essayer de comprendre leur trajectoire et un petit peu les forcer à rentrer sur la scène d'un livre, d'un film. Oui. Et à travers ces rushs, ces films de fiction, mais aussi ces films documentaires et ces photographies, je m'oblige en fait à poser les questions que me posent mes étudiantes à l'université. Lorsque j'ai un auditoire de 40 étudiantes et 2 étudiants, elles me demandent pourquoi est-ce que dans votre récit, il n'y a que des hommes. Alors, je vais aussi chercher les femmes et on s'aperçoit qu'évidemment, elles étaient extrêmement actives et c'était une manière aussi d'aller voir dans les familles, dans les foyers, de qui faisait ces paquets, par exemple, dans les familles. Et on s'aperçoit que c'est souvent les femmes qui savaient ce dont on avait besoin d'un point de vue pragmatique, qui pensaient à la taille des chaussures, qui pensaient à demander quel type peut-être de vêtements on a besoin ou quel type de nourriture on a besoin. Donc, à travers ces images d'archives, je suis allée chercher des figures de femmes et je pense qu'elles existent dans le livre. Alors ça, c'est une image que j'aime beaucoup, qui a été prise d'un film d'Andrzej Wolski sur les émigrés polonais à Paris. Donc, vous la voyez en petit, mais je pense que vous voyez ces chaussures de femmes qui m'a beaucoup émue aussi, ces colis posés. Et c'était devant l'église polonaise où on regroupait tous ces colis. Et je m'arrête sur cette image pour justement essayer d'aller voir plus loin comment s'organiser la logistique à tous les niveaux. Il ne s'agit pas de dire que les femmes faisaient plus ou elles faisaient différemment. Elles étaient intégrées différemment dans les actions dont on parle. Et c'est de les réinsérer dans ce que j'ai appelé les chaînes de solidarité. C'est-à-dire que chacun jouait son rôle d'une autre manière. Oui. On peut aussi dire que le rôle de femme, par les derniers travaux historiographiques, est beaucoup plus réhabilité. Bien sûr. Et pas seulement derrière les personnages comme Valentinovitch ou Krzywonos ou Sobierajska ou Kończak, mais on parle de plus en plus de femmes, y compris des femmes dans des directions régionales ou locales de Solidarność. Je voudrais juste, Carole, avant de te donner la parole, je voudrais juste signaler que nous avons de nouvelles questions. La question de Michel Leclerc, est-ce que vous montrez l'influence de l'Église au sein de Solidarność? Ça, c'est vers toi, Agnew, que ça s'adresse, évidemment. Et de Dominique Proussac, à propos des femmes, ça c'est un constat. Vaida voulait au départ réaliser un film sur l'épouse de Wałęsa et pas sur lui. C'est juste un constat. Voilà. Et par ailleurs, Agnieszka Grudzińska nous recommande le film de Joasia Grudzińska sur le corps, où apparaît un personnage lumineux de Joanna Szczęsna. Voilà. Maintenant, Carole, si tu veux dire quelques mots, mais pas trop, parce que je voudrais écouter Anya. Juste pour relativiser, premièrement, le rôle des femmes est important, mais il faut comparer, par exemple, la présence de femmes dans les instances dirigeantes après 89, au Parlement en 89 et par la suite, par rapport aux statistiques d'Europe occidentale, et la France ou l'Italie en particulier. Il y avait beaucoup plus de femmes en poste dirigeant en Pologne à partir de 89 qu'ici. Et au contraire, moi, ce qui m'a frappé, je créé plusieurs entreprises en Pologne, c'est que justement, les femmes étaient très émancipées par rapport, comparé à la France. Comparé à la France, les banques coopératives, les banques mutualistes, aucune femme membre de direction, aucune. Sans parler des conseils de surveillance ou des conseils d'administration en France. Merci beaucoup, Carole. Je repasse la parole à Anya.
Non, mais c'est pour dire merci Agnieszka pour ces remarques. C'est vrai que dans le livre, il y a aussi, je parle de la question des imprimeries. Il y a tout un chapitre sur les imprimeries clandestines dans lequel, évidemment, Tygodnik Mazowsze occupe une place très importante. Et il y a un film aussi qui a été réalisé par une étudiante de l'école de Vaida sur Tygodnik Mazowsze où apparaissent justement toutes ces femmes qui manquent encore d'histoire, justement. Donc, le film de Joanna Grudzińska le montre très bien aussi, en effet, et je le cite dans l'ouvrage. Donc, on essaye comme ça de montrer, mais tout ça reste à écrire, je dirais. C'est quelque chose, justement, moi, quasiment toutes mes étudiantes choisissent des sujets sur les femmes, parce que cette histoire-là, elle mérite encore d'être, elle est en train d'être racontée. Alors, ensuite, on portera un jugement politique là-dessus, sur le patriarcat, on va comparer les systèmes, etc. Mais ça, je dirais, ça appartient aussi à nos travaux d'historiens de poser toutes ces questions. Et on est dans un grand bouleversement historiographique aussi, où tout à coup, ces sujets intéressent, et c'est très bien, c'est formidable. Ça va prendre du temps. Ça va prendre du temps que ces histoires-là soient écrites, je dirais. Il y avait une autre question, mais je ne me souviens plus. C'était Vaida pour. Oui, on pourrait. C'était un constat, mais. Oui, on peut aussi parler de Vaida en parlant de la disparition d'Agnieszka quasiment entre l'homme de marbre et l'homme de fer, puisque à partir du moment où elle devient l'épouse et la femme du fils de Birkout, elle n'est plus le personnage central de ce film. Mais ça nous mène un petit peu ailleurs. D'accord, j'attends d'autres questions éventuellement. J'ai envie de juste poser une question à Dorota. Est-ce qu'elle a envie d'intervenir? Dorota? Bonsoir, non, je pense qu'il vaut mieux laisser parler le public et Anya. Le temps est compté, merci. C'est vrai. Merci beaucoup, Dorota. Bon, j'attends des questions. Le public. Peut-être que pendant que le public réfléchit à ces questions, rajouter aussi le fait que ce travail sur les images, il se nourrit très, très directement et très clairement de tous les travaux des historiens sur la vie quotidienne aussi, les travaux de Nadège Ragarou notamment, et d'autres, de Sandrine Cotte évidemment, sur la question de la vie quotidienne à l'Est. Et ça, le champ historiographique est extrêmement large. J'ai peur de citer deux noms parce que la liste est très longue. Mais c'est des travaux qui existent depuis longtemps. Et évidemment, lorsqu'on travaille sur les images, on s'appuie sur toutes ces recherches qui ont déjà été faites sur qu'est-ce que ça veut dire vivre à l'Est, qu'est-ce que ça veut dire consommer à l'Est, qu'est-ce que ça veut dire manger à l'Est, qu'est-ce que ça veut dire s'amuser ou rire à l'Est. Ces travaux-là ont nourri évidemment ma réflexion sur les images. Alors, j'ai encore une question de Dominique Proussac. À qui s'adresse le livre exactement? À un grand public ou à un public averti? Dominique Prussac pose toujours les bonnes questions et il a raison puisqu'il est sensible à la question ayant lui-même réalisé un documentaire radiophonique sur Andrzej Wajda, très intéressant d'ailleurs que je vous recommande, que vous pouvez retrouver sur France Culture. La question du public, comme je le disais en introduction de mon propos, j'ai essayé de viser un public très large, c'est-à-dire pas uniquement averti, puisque pour un public averti, j'explique des choses parfois évidentes, n'est-ce pas Georges? Ou des passages obligés, des choses qui sont nécessaires pour la compréhension, qui ont déjà été dites et écrites, mais je le dis tout de même pour permettre, encore une fois, à quelqu'un qui ne connaît presque rien à l'histoire de la Pologne de cette époque, puisse lire ce livre. Et moi, ce qui me fait très plaisir, c'est de voir déjà des publics extrêmement divers réagir à cet ouvrage, des spécialistes de l'image, des férus de l'histoire communiste et autres, enfin d'avoir un public extrêmement large. En tout cas, c'est ce que j'ai voulu. Je pensais à un public très varié et très large. Je ne sais pas si le livre parlera ainsi à un public large, mais ça, Dominique, je répondrai à cette question. Ayant lu ce livre de A à Z et tenant compte justement de son caractère assez multidimensionnel, je pense qu'il est destiné à être lu
à la fois par un public directement concerné et par un public beaucoup plus large, d'autant plus que le style d'écriture de Anya est assez extraordinaire, assez limpide, c'est d'une très belle écriture, je dois dire, et donc on prend du plaisir à le lire. Et pour le petit groupe noyau qui est intéressé directement par Solidarność, c'est un formidable antidote aux narrations patrioticardo-martyrologico-héroïques que produisent certaines tendances en Pologne aujourd'hui. Donc, j'encourage tout le monde à aller demain à la librairie l'acheter. Ça, c'est une réplique du genre pivot, quoi. Merci. Et j'espère que ça, mais je le dis vraiment très, très sincèrement, le nombre de trésors qu'on peut trouver dans les archives du Centre Solidarność à Gdańsk, à Karta, à l'IPN aussi. Voilà, j'espère que ça incitera en tout cas les chercheurs et les chercheuses à aller chercher aussi des images lorsqu'ils parleront d'histoire de la Pologne. Ils le font déjà, on le fait déjà, évidemment, mais peut-être pas encore assez. Michel Leclerc te demande, est-ce qu'il est écrit en polonais aussi? Il m'en demande beaucoup. Je viens d'achever l'écriture en français pour l'instant, et nous verrons ensuite si des traductions se feront. Mon livre que tu as cité sur Andrzej Wajda et sur le groupe X, il a été d'abord écrit en français, puis traduit en polonais. Donc, tout est possible. Pour l'instant, il existe en français. Claudine Kieda dit, c'est un problème, comment peut-on faire pour redonner la vraie image de Solidarność? Qu'est-ce que tu en penses? Y a-t-il une vraie image? Ah ben voilà. Une vraie image de Solidarność. Qu'est-ce que la vraie image de Solidarność? C'est une question qu'on va laisser ouverte. Moi, j'ai essayé dans ce livre de revenir un petit peu sur ce qui m'avait fasciné, passionné, sur ce qui pouvait me porter, en fait, aujourd'hui, à notre époque, ce qui pouvait alors le mot espoir est un petit peu grandiloquent, mais ce qui pouvait malgré tout nous aider aujourd'hui. Et c'est ça que je suis allée chercher dans Solidarność, en essayant, évidemment, en m'arrêtant milieu des années 80, en n'abordant pas les questions des dissensions, des dissonances, le rôle de l'Église. Ah, j'ai oublié de répondre à cette question sur le rôle de l'Église. Voilà. Sur le rôle de l'Église après 89, évidemment, qui est un sujet qui nécessiterait un autre livre. Mais peut-être pour revenir sur le rôle de l'Église dans mon livre, l'Église est présente d'emblée depuis la grève de la faim organisée à l'Église Sainte-Martine, le rôle des prêtres dans l'organisation de ce type d'action, jusqu'à la question de la messe, évidemment, au chantier naval, qui est l'objet de discussions et de négociations aussi. Ça, c'est des historiens l'ont montré avant moi, que la question d'organiser une messe n'allait pas de soi et qu'elle n'était pas forcément bien vue par tous les représentants. Parce que quand on dit l'Église, on parle c'est comme quand on dit le parti, on parle d'une diversité de positions aussi. Donc, ces dissensions au sein même de l'Église, il en est question un petit peu dans l'ouvrage, pas de manière centrale, mais en tout cas, évidemment, c'est une force de mobilisation qui est très importante et qui existe dans l'ouvrage en tant que tel. Et évidemment, pardon, mais il se fait tard, la question évidemment de la solidarité matérielle et des colis passe aussi par les réseaux des églises et les paroisses, et la question de la distribution, de la redistribution. À ce moment-là du livre, le rôle de l'Église apparaît aussi. J'ai un petit commentaire d'Angèle Dobmont-Iwaszkiewicz. Il me semble qu'il y avait une question sur le rôle de l'Église, d'accord. De mes propres souvenirs, le rôle de l'Église fut énorme. Oui. Adolescente, mon père m'a amené depuis l'Angleterre à une réunion secrète de solidarité tenue à un monastère de Biała Podlaska. J'ai des photos, si cela peut intéresser, ainsi que des photos de manifestations des manifestations devant l'ambassade polonaise. Je lis littéralement. Alors, peut-être oui. N'oublions également pas le père Jerzy Popiełuszko. Alors, je dis juste une petite parenthèse, mais ça, c'est pour les coulisses du livre, et on en avait parlé beaucoup avec Georges. J'avais eu le désir dans le livre d'introduire un chapitre sur le film d'Agnieszka Holland,
consacré au père Popiełuszko et à son assassinat. Pour parler du film et évidemment des sources qu'il y a, j'ai été un petit peu bloquée par le confinement et par l'accès aux archives liées à ce film qu'il faudrait aller chercher. Ça, c'est un sujet magnifique, notamment à partir du livre de Georges Mink aussi sur la mort d'un prêtre, où on a une formidable reconstruction de tout le procès à partir des archives judiciaires du procès qui a eu lieu après l'assassinat du père Popiełuszko. Et ça serait un formidable travail de revenir sur ces archives judiciaires en réinterrogeant la manière dont Agnieszka Holland et d'autres ont raconté cette histoire au cinéma. En fait, je ne l'ai pas fait. Voilà, ça fait partie des rushs du livre et des choses que je n'ai pas pu traiter, faute de temps, faute surtout de temps, je pense, et de disposition de documents qui me manquaient beaucoup. En fait, pour être précis, le livre est basé sur le procès-verbal que Jacek Ambroziak a réalisé pendant le procès au nom de l'épiscopat polonais. Il était autorisé à y assister et à faire le procès-verbal, qui est donc très exactement la retranscription de ce qui s'y est dit. Et l'épiscopat nous a envoyé ce texte pour qu'on puisse l'analyser et publier notre analyse. Voilà. Mais les archives sont probablement plus abondantes que cela. Il y a beaucoup plus de choses probablement autour de l'assassinat, de l'affaire de l'assassinat, et ensuite de la préparation du procès par les avocats de la partie civile, etc. J'ai encore une question de Michel Leclerc. Est-ce que Lech Walesa était vraiment important? C'est vrai qu'on n'a pas beaucoup parlé de lui ce soir. Alors, il est très présent dans le livre à différents moments en tant que figure centrale, me semble-t-il, en tout cas du mouvement et du récit. Alors, je ne répondrai peut-être pas globalement à la question. En tout cas, il existe dans le livre. Il apparaît. Moi, ce qui m'a intéressé, c'est de savoir comment on a construit aussi sa figure médiatique. Pourquoi il a tant plu à l'Ouest, et notamment pourquoi il a tellement plu aux journalistes de l'étranger. J'essaie d'interroger une question suggérée d'ailleurs par Georges Mink, la question du charisme, la question de l'aura, la question de sa spontanéité, de sa rhétorique. J'essaie à travers justement les images et les films, de réfléchir sur la langue de Lech Wałęsa lorsqu'il s'adresse au public, comment il est traduit. Donc la question de la construction politique et médiatique de Lech Wałęsa est importante, et notamment dans le chapitre consacré à son voyage à Paris en octobre 81, qui a été largement couverte aussi par la presse. Et qui pose aussi, évidemment, encore autre absent de notre discussion, le rôle des syndicats français, évidemment, dans le soutien à Solidarność, la place notamment de la CFDT est très... j'ai beaucoup utilisé les archives de la CFDT pour réfléchir et pour raconter justement ce voyage qui avait été organisé par la CFDT et par Edmond Maire pour accueillir Lech Wałęsa en octobre 81. Oui, ce qui est plus important, c'est que c'était, là je parle sous le contrôle de Georges, c'était un des rares événements qui unissait tous les syndicats, qui était impensable avant, et je crois, sauf si je me trompe, que ça n'a pas été renouvelé. Sauf pour la CGT, où il y a eu l'apparition des CGTistes d'un des syndicats, mais pas l'ensemble du syndicat CGT. Non, mais Wałęsa, qui était dans la garde rapprochée, était reçu par les dirigeants de la CGT. Il était reçu par... Un tel faux pas qu'il a déclaré après, je ne me souviens plus à qui, qu'il a trouvé la CGT, CGC, et pas CGC, CFTC, le plus sympa des syndicats, parce que CGT, on parlait polonais avec lui. Alors, peut-être, puisqu'on parle de Wałęsa, simplement une petite aparté sur le fait que Wałęsa apparaît aussi, lorsqu'il est filmé,
par des opérateurs polonais comme Jacek Petrecki ou des réalisateurs comme Marcel Wojcinski aussi qui ont participé à la production d'images dans les années après l'état de guerre, justement lorsqu'ils filmaient de manière clandestine. Et on a dans le livre, je le montre un petit peu comme ça, deux portraits, donc des entretiens en fait de Geremek que vous voyez en haut et de Lech Wałęsa qui mènent des entretiens qui sont filmés en fait par ces opérateurs dans le but ensuite de diffuser ces interviews à l'étranger. Donc la question de l'engagement des opérateurs et des cinéastes est très importante et elle croise évidemment la manière dont la figure de Lech Wałęsa a été ensuite construite après l'état de guerre aussi en France. Si tu veux continuer de travailler sur l'image et l'histoire, Wałęsa, Jean-Paul II et d'autres dirigeants, c'est pour moi un grand énigme comment les gens qui ont vécu dans des sociétés où il n'y avait pas de communication, il n'y avait pas accès aux médias, ont su à tel point les utiliser. Parce que c'est ça, Wałęsa. Sa moustache, son stylo qui est pour la signature. C'est le sens médiatique d'un homme politique. Et évidemment, elle croise aussi les récits des photographes français qui étaient fascinés par comment ils m'ont raconté. Michel Sedboun, par exemple, photographe d'une grande agence française qui était fasciné par, il n'est pas le seul, je n'en cite qu'un, il y en avait évidemment d'autres, mais qui était fasciné par son côté bonne enfance, sa proximité et comment ils ont décidé d'en faire une figure médiatique. Et un personnage people. Là, je cite l'entretien que j'ai mené avec Michel Sedboun. Donc, ce sens, en effet, du média est très importante aussi, évidemment, mais c'est une banalité, on le sait tous aujourd'hui. Mais c'est intéressant de le voir qu'à cette époque-là aussi, alors même que les médias étaient très... Aujourd'hui, il y a des leaders qui ont un impact dans les pays d'Afrique, d'Asie, d'Amérique latine, qui ont un impact extraordinaire. Et on se demande où est-ce qu'ils ont appris ça. Il faut aussi dire que l'image de Wałęsa, elle tenait quand même à la rencontre entre deux choses. D'un côté, l'attente à l'ouest de ce phénomène de révolution ouvrière, c'était extrêmement important pour les syndicats, bien sûr, d'abord, mais pour l'opinion publique en général. D'où l'intérêt des médias aussi, porté par cet intérêt. Mais par ailleurs, il y avait le croisement avec les qualités qu'avait Wałęsa lui-même. Il était capable de se retrouver dans des circonstances exceptionnelles et créer cet élément de charisme, c'est-à-dire l'émotion autour de lui. Il parlait, évidemment, tu as tout à fait raison, d'ailleurs il y a un passage extraordinaire, très, très bon dans ton analyse dans le texte, où tu dis quel décalage se produit entre Wałęsa en Pologne, entre les siens, parlant ce langage fleuri qui émanait ce rayonnement absolument extraordinaire et capacité de réplique, et l'impossibilité de s'exprimer à l'étranger, parce qu'à l'étranger, il fallait passer par les traducteurs. Et donc un appauvrissement de son langage. Corriger, souviens-toi les meetings avec la CFDT où chaque fois que Geremek a essayé de changer la traduction à quelque chose qui était acceptable, il a corrigé. Il a dit non, tu n'as pas traduit comme il fallait. Comme j'étais traducteur, je ne me souviens pas de ça, mais je me souviens d'une chose extraordinaire, une anecdote que je vais raconter très vite, il nous reste 2 minutes, c'est le départ de la délégation, première délégation de Solidarność avec Wałęsa à sa tête. On se retrouve à Orly et il y a un syndicat qui n'a pas participé à cette coalition syndicale, c'est le patronat français. Et ils sont tellement sous l'impression des médias français qu'ils décident d'inviter Wałęsa avant qu'il ne prenne l'avion, trouver un espace de temps très très court pour lui offrir un repas à Orly dans la filiale de chez Maxime, qui était à Orly à ce moment-là. Il demande à ce que Wałęsa parle. Wałęsa parle. Il parle de son célèbre slogan « On fera de la Pologne le deuxième Japon ». Évidemment, standing ovation,
d'au moins une heure et pression de l'équipage de l'avion parce que l'avion devait partir. L'émerveillement absolument extraordinaire des gens pourtant qui n'étaient pas des ouvriers, loin de là. Non, Et donc ce charisme s'est exprimé même là d'une certaine façon. tout à fait. Et moi, j'ai vécu la même chose avec Couronne. Avec Ce charisme revit justement dans ces images d'archives et notamment dans les discours filmés. Et c'est à travers le son de la voix, le débit de la voix, le corps aussi qui se meut, qu'on comprend les ingrédients de ce charisme. Peut-être encore davantage que dans les documents écrits. Agnew, tu as 2 minutes pour conclure cette séance. Je vais juste conclure en vous remerciant beaucoup, toutes et tous, pour vos questions, pour vos lectures. C'est extrêmement agréable de pouvoir discuter de ce travail et de comprendre aussi toutes les questions que ça ouvre. Et j'espère tous les chantiers de recherche que ça ouvrira aussi. Alors moi, j'ajouterais que ceux qui n'ont pas pu poser des questions, qui n'ont pas eu cette opportunité, peuvent s'adresser directement à Anya, à son mail professionnel, et lui poser toutes ces questions. Mais ce qui est le plus important, c'est de lire avant cet ouvrage qui vaut vraiment la peine d'être lu. Anya, est-ce que moi, c'est Emmanuel, je peux vous demander de commenter la couverture du livre? Pourquoi cette image-là? C'est vrai que c'est une image qui est beaucoup moins connue. Elle ne se passe pas au portail principal. C'est une photographe femme, justement, Małgorzata Brudska, qui a fait cette image, une de ces femmes que je suis allée chercher, et qui était photographe dans un chantier naval à côté et qui se promenait autour du chantier et qui a fait une série de photographies autour du chantier naval pendant les grèves. Et j'ai choisi avec un formidable éditrice que j'ai eue, Fanny Weiss, qui m'a accompagnée dans la rédaction de ce livre. C'est elle qui, en voyant cette photo, en voyant que je l'aimais autant, moi je n'avais pas osé en fait, enfin je l'avais pas osé, je tournais autour, mais je me suis dit qu'elle ne serait pas assez forte peut-être, et voyant que cette image émouvait peut-être aussi d'autres personnes, je me suis dit allez, faisons-le, choisissons-la comme couverture. C'est surtout ce regard évidemment vers l'objectif qui est très fort aussi, et qui montre évidemment ces moments d'intimité entre les familles qui viennent discuter avec les grévistes. Donc c'est une image décalée, c'est une image pas évidente, et c'est une image qui, j'espère, justement incarne l'esprit du livre, qui essaye de poser toutes ces questions, peut-être moins centrales à l'histoire de Solidarność. Je voudrais juste signaler à la fin, merci beaucoup, parce que en fait c'est une bonne conclusion d'une certaine façon. Mais je voulais juste signaler que nous étions une 60aine au début. Il reste encore 48 participants, ce qui prouve probablement que cette séance était intéressante. Je remercie Pierre de nous avoir accueillis, Emmanuel d'avoir manié les manettes avec beaucoup d'adresse, surtout Anya d'avoir été si présente à l'écran et répondu à toutes ces questions, et Carole, Dorota, et tous les participants. Merci beaucoup. Nous terminons là-dessus la conférence. Merci. Merci. Merci.